Elles pensaient que c'était un cadeau. Et les mamies anglaises se rendaient dans les bureaux de poste apportant des fruits fraîchement cueillis ou un gâteau fait maison. C'était leur manière de répondre au gouvernement anglais qui avait décidé au mois d'août 1908 d'accorder 5 shillings par semaine à toutes les personnes de plus de 70 ans ayant de faibles revenus. Loin d'elle l'idée qu'il s'agissait d'un dû. Rien à voir donc avec la mentalité répandue aujourd'hui dans certains pays et certaines catégories sociales selon laquelle beaucoup pensent que tout ou presque leur est dû et que l'État doit subvenir à tous leurs besoins. Le fait est que depuis le temps de ces mamies jusqu'à aujourd'hui, s'est produit ce que l'on a appelé la révolution des attentes croissantes, le toujours plus qui correspond à l'augmentation du désir impérieux de voir satisfaits ses besoins au fur et à mesure qu'augmente le bien-être dans la société. Plus grande est notre attente, plus il est facile d'être déçu si nous n'arrivons pas à posséder tous ces biens ou que nous ne recevons pas tous les services dont nous pensons qu'ils nous sont dus. Dès lors, la question se pose, qu'est-ce que la pauvreté ? Est-ce se sentir pauvre ou être pauvre ? Il peut sembler curieux que l'on doive préciser ce qu'est la pauvreté, car au fond, nous avons tous une perception immédiate de ce qui est une personne riche et qui est une personne pauvre. Le riche est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, le pauvre est quelqu'un qui a peu d'argent. En réalité, il n'est pas si simple qu'on pourrait le croire de définir quel est le beaucoup et quel est le peu. Car ce qui compte n'est pas tellement ce que l'on a dans l'absolu, mais ce que l'on a par rapport aux personnes parmi lesquelles on vit. Ce qui signifie que l'on est riche ou que l'on est pauvre, selon que l'on a plus ou moins que les autres. Est pauvre celui qui a beaucoup moins que la moyenne des personnes parmi lesquelles il vit, et donc on est pauvre si l'on possède moins, et non si l'on possède peu. En d'autres termes, nous pouvons nous sentir pauvres, même si les moyens nécessaires à notre subsistance ne nous font pas défaut. Justement, parce que la pauvreté est un rapport avec les autres, la signification du fait d'être pauvre évolue avec le temps. Dans la période d'après-guerre, plus que de pauvreté, l'on parlait de misère, ce qui signifie conditions de vie qui mettent en cause, en danger, la survie même. L'Italie, l'Europe, étaient détruites par la guerre. Il n'y avait plus rien à manger, plus de quoi s'habiller, plus de maison. Le pauvre était quelqu'un qui avait des difficultés considérables à survivre. Il y a eu ensuite le miracle économique, l'avènement du bien-être. Et voici alors que ce caractère de comparaison avec les autres est accentué. Peu à peu, le manque de ressources matérielles directement lié à la survie perd de l'importance. Et ce qui surgit, c'est l'inégalité, la différence par rapport aux autres. La pauvreté, au fond, n'est rien d'autre qu'une forme grave d'inégalité. En même temps, la situation de vie des pauvres devient aussi plus complexe. Car si la pauvreté, lorsqu'elle est extrême, lorsqu'elle est très grave, peut directement se mesurer par le manque d'argent, peu à peu, ce manque d'argent se cumule avec le manque d'autres ressources, plus ou moins liées à l'argent. Le pauvre n'a pas beaucoup d'argent, mais il a aussi un logement. Il a peu de possibilités de se soigner. Il a du mal à trouver un travail, ou il trouve un travail non qualifié. Il a des problèmes de relations sociales, etc. La pauvreté devient alors quelque chose de complexe, un ensemble de carences qui sont liées les unes aux autres. Une autre partie de la société continue à demeurer dans des conditions de pauvreté traditionnelles, réalisant de manière encore plus dramatique l'inégalité qui la touche face au bien-être accru des autres. Et elle ne réussit pas à s'extraire de la pauvreté par ses propres forces, justement parce que la croissance économique est inégale et ne bénéficie pas à l'ensemble de la société. La situation est très bien résumée dans l'encyclique Sollicitudo Re Socialis. Voilà quelle est la situation. Il y a ceux, le petit nombre possédant beaucoup, qui n'arrivent pas vraiment à être parce que, par suite d'un renversement de la hiérarchie des valeurs, ils en sont empêchés par le culte de l'avoir. Et il y a ceux, le plus grand nombre possédant peu ou rien, qui n'arrivent pas à réaliser leur vocation humaine fondamentale, privés des biens élémentaires. Le mal ne consiste pas dans l'avoir en tant que tel, mais dans le fait de posséder d'une façon qui ne respecte pas la qualité ni l'ordre des valeurs des biens que l'on a.
qualité et ordre des valeurs qui découlent de la subordination des biens et de leur mise à disposition de l'être de l'homme et de sa vraie vocation. Pauvreté signifie alors ne pas pouvoir changer sa situation. Pourquoi ? Parce que si quelqu'un est pauvre, il tend à rester pauvre. De même que si quelqu'un est riche, il tend à rester riche. Il n'y a rien de plus évident et banal que cette grande force d'inertie qui régit la société. Si un enfant naît dans une famille de riches, il est riche. En conclusion, il faut dire que la situation dans laquelle quelqu'un se trouve contient la possibilité d'un changement. Le pauvre a un désavantage en cela. L'on pourrait dire sur le mode de la plaisanterie, tous peuvent s'enrichir excepté les pauvres. Justement, parce que du fait qu'ils sont pauvres, ils n'ont pas les possibilités, les instruments pour changer leur situation et pour s'enrichir. Mais il existe des droits qui appartiennent, comme le souligne l'encyclique Centesimus Annus, à la dignité de la personne elle-même. La personne est porteuse non seulement de droits civils et politiques, mais aussi de droits sociaux. Ces droits doivent assurer une instruction appropriée, une juste rémunération du travail, une assistance sanitaire, un logement, une retraite. Ceux qui ne jouissent pas des droits sociaux sont difficilement en mesure d'exercer complètement leurs droits civils et politiques. C'est pour cela que les États modernes se sont à un certain moment posé la question d'une intervention politique qui favoriserait le bien-être des citoyens, que le système économique n'était pas en mesure de garantir à lui seul. La reconnaissance des droits sociaux est contenue en embryon aussi dans la Révolution française. Écoutons ce que dit en 1789 la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen à l'article 21. Les aides publiques sont un devoir sacré. La société doit subsistance aux citoyens pauvres, soit en leur procurant un travail, soit en procurant les moyens d'existence à ceux qui ne sont pas en mesure de travailler. L'idée que la déclaration avait du citoyen était celle du citoyen propriétaire et effectivement, elle tend à défendre les droits de la propriété. Mais face à la multitude des citoyens non propriétaires, elle aurait voulu mettre en œuvre des mécanismes sociaux qui réussissent à donner aux non-propriétaires la même sécurité et la même dignité personnelle issue de la propriété. Mais il faudra attendre encore un siècle pour voir se réaliser les premières interventions significatives dans ce sens et se déplacer de la France vers l'Allemagne. Est-ce exact, professeur Colozzi? Oui, avec Bismarck, on peut dire que commence la première forme d'intervention concrète de la part de l'État pour défendre ce que l'on définira ensuite comme les droits sociaux de la citoyenneté. Mais d'où vient cette initiative de Bismarck ? Il est apparemment paradoxal qu'un homme de droite porte de l'avant une initiative qui est normalement considérée comme une initiative progressiste. Dans l'historiographie, on considère l'intervention de Bismarck comme antisocialiste. Le basculement extrême des requêtes syndicales du mouvement ouvrier vers une position révolutionnaire furent arrêtés par Bismarck, par l'attribution des pensions, des assurances obligatoires pour les retraites, pour la maladie et les accidents. Donc, de ce point de vue, l'État, qui s'appelle encore l'État d'assistance et non pas véritablement État social, naît en fonction de l'intégration de la classe ouvrière au modèle de l'économie capitaliste. L'État d'assistance est l'État qui intervient pour aider les travailleurs ou les citoyens dans les moments de difficulté, accordant des contributions et des services. L'État social, en revanche, est celui qui, sur la base du principe de citoyenneté, intervient pour assurer à tous les citoyens leurs droits sociaux. Une autre étape importante de l'intervention de l'État dans le domaine social et économique se produit aux États-Unis avec l'institution du New Deal, promue par l'administration Roosevelt. En 1929 éclate à Wall Street une grande crise qui touche très vite toute l'économie mondiale
provoquant un chômage massif touchant toute la classe ouvrière et s'étendant aux classes moyennes. Le marché est en grande difficulté et ne réussit pas à sortir de la crise tout seul. L'administration Roosevelt intervient alors, avec des investissements massifs de l'État pour remettre en mouvement l'économie. Elle donne ainsi raison à l'économiste de l'école d'Oxford, John Maynard Keynes, convaincu que le marché, même lorsqu'il fonctionne de manière optimale, n'est pas en mesure de garantir le plein emploi. L'État intervient par la construction d'infrastructures, la commande de travaux publics, c'est-à-dire qu'il crée directement ou indirectement des postes de travail en supplément et en substitution de la demande de travail provenant du marché. L'objectif de l'intervention directe de l'État est d'essayer de garantir le plein emploi, un objectif dont l'on peut considérer qu'il est rempli dans les années 60, lorsque la politique de Keynes trouve sa pleine application, y compris dans les autres États du monde industrialisés. Avec Bismarck d'abord et Roosevelt ensuite, nous avons eu deux exemples différents d'intervention de l'État. Venons-en à présent au troisième moment qui marque la naissance de l'État social ou welfare state, État du bien-être à proprement parler. Historiquement, l'État social, au sens plein du terme, naît dans sa configuration théorique en Grande-Bretagne dans la période de la Seconde Guerre mondiale. Nous savons tous que la Grande-Bretagne était très engagée dans l'effort de guerre contre le nazisme et devait nécessairement demander la solidarité et la disponibilité de tous, y compris de la classe ouvrière. Une classe ouvrière qui avait toujours adopté une position anti-étatique, anti-gouvernementale et un internationalisme très fort. Il faut obtenir l'adhésion de la classe ouvrière. Dans cette perspective est confié un travail de commission à Lord Beveridge, un parlementaire important qui, tout en étant chargé du Parti conservateur, avait d'amples ouvertures du côté des travaillistes. Dans cette commission est institué pour la première fois le service sanitaire national anglais et d'autre part est affirmé le principe de réponse de tutelle de la part de l'État des droits sociaux de la citoyenneté sur une base universaliste. 150 ans après la Révolution française, l'État social naît comme un contrat entre l'État et la citoyenneté. Spécialement, cette partie de la citoyenneté moins portée à collaborer avec l'État et le gouvernement. Il y a donc un fort intérêt national pour établir ce pacte promu par la classe dirigeante au moment de l'effort de guerre et dans la période qui a suivi, puisqu'il était nécessaire d'obtenir une forte collaboration sociale afin de reconstruire le pays et de le remettre sur la voie du développement. Mais l'État social est perçu comme l'instrument de la complète réalisation de la démocratie. Ce sont les citoyens qui ont sauvé l'État durant la guerre et la participation au sacrifice justifie la participation au bien-être qui s'ensuit, indépendamment du succès individuel de chacun dans sa propre vie. Les instruments du welfare state se développent au nom d'une solidarité et d'une égalité qui ont leur base dans l'existence même de l'État. L'État doit se préoccuper aussi de la paix intérieure, assurer l'unité du corps social qui n'est pas possible sans la justice. Voilà pourquoi, par l'intermédiaire de l'État social, l'opposition entre la classe ouvrière et la classe dirigeante réussit à se donner des règles et à trouver une voie de compromis. L'État social, en effet, produit non seulement une redistribution des revenus, des services sociaux, des pensions, des assurances, mais également un nouveau modèle de relations industrielles reposant sur le nouveau corporatisme, c'est-à-dire sur une négociation permanente entre chefs d'entreprise et syndicats, arbitrée par le gouvernement. Mais quelles sont les conditions qui ont permis la naissance du welfare ?
Les politiques sociales ont été mises en chantier dans les premières années de l'après-guerre sur la base d'une économie industrielle en croissance rapide qui laissait prévoir de fortes entrées fiscales capables de couvrir les besoins de base facilement identifiables d'une population divisée en classes bien délimitées. En outre, la famille était encore très stable et la division des tâches entre les deux sexes plutôt nette. Par tradition culturelle ou à cause des salaires élevés perçus par les hommes, la majorité des femmes travaillaient à la maison et prenaient soin directement des enfants et des personnes âgées. La nécessité de reconstruire garantissait une tendance au plein emploi et l'équilibre démographique assurait que pour chaque travailleur à la retraite, 4 étaient encore en activité et des salaires de ces derniers, dans les systèmes qui prévoyaient ces modalités, étaient prélevés le nécessaire pour payer les retraites. L'État social a construit un filet de sécurité qui permet aux citoyens de faire face, avec une certaine tranquillité d'esprit, aux événements importants de la vie et aux coûts qu'ils entraînent, l'accouchement, l'éducation des enfants, la vieillesse, la maladie. Mais aujourd'hui, où nous sommes entrés dans le 3e millénaire, que reste-t-il des conditions d'après-guerre qui ont permis la construction de l'État social ? Les pays les plus industrialisés ont aujourd'hui des taux de croissance très inférieurs à ceux de la période d'après-guerre. Ils diminuent de même que les ressources destinées aux dépenses sociales, alors que celles-ci sont appelées à augmenter puisque la population vieillit. D'autre part, le développement du travail féminin a engendré de nouveaux besoins de protection et d'assistance des enfants et des personnes âgées, d'une réglementation et d'une organisation du travail permettant une flexibilité susceptible de concilier les exigences de la famille et les exigences professionnelles. L'équilibre démographique est rompu. Aujourd'hui, pour chaque retraité dans le monde industrialisé, il n'y a plus que 2 travailleurs actifs et cela entraîne évidemment des difficultés dans le versement des retraites. Nous sommes entrés dans ce que l'on qualifie de société post-industrielle, dans laquelle la physionomie des différentes classes a profondément changé. Et en conséquence, la capacité des syndicats de représenter les intérêts d'une société beaucoup plus complexe s'est affaiblie. L'innovation technologique crée un chômage qui nécessite de nouveaux modes d'intervention. S'il y a 30 ans, on pouvait demander à l'État une allocation temporaire de chômage pour des ouvriers qui comptaient revenir après quelque temps dans le cycle productif, il existe aujourd'hui un grand nombre de travailleurs qui, lorsqu'ils ont perdu leur poste, n'ont plus aucune chance d'en trouver un autre semblable. L'État et les autres institutions doivent non seulement soutenir les dépenses liées aux pré-retraites et aux allocations de chômage pour des périodes prolongées concernant une grande masse de salariés, mais il doit en outre le soutenir financièrement des projets destinés à redonner une qualification aux chômeurs pour leur permettre de retrouver un emploi. Actuellement, la famille n'a plus la stabilité qu'elle avait autrefois et elle ne réussit plus à absorber toute seule les chocs engendrés par les rapides transformations sociales. Les institutions doivent désormais considérer la famille comme une source de ressources, mais également comme une source de nouveaux besoins spécifiques. Les familles qui éclatent provoquent souvent une situation de pauvreté pour le conjoint qui a la garde des enfants. Les immigrés de l'hémisphère sud du monde, dont le Nord a besoin comme main-d'œuvre, font pression pour que leur soit reconnue la citoyenneté avec tous les droits qu'elle comporte. L'État national n'est plus monolithique. Dans plusieurs pays, s'est mis en place un processus de régionalisation. En Belgique, actuellement, la moitié environ des entrées de l'État sont réparties entre les 3 régions dont il est composé et qui doivent l'administrer de manière autonome. Ces nouvelles autonomies engendrent de fortes modifications dans l'organisation des pouvoirs et des compétences, et les objectifs du welfare doivent par force être redistribués entre États et régions. La globalisation, en outre, enlève aux États la possibilité de contrôler des processus économiques et sociaux qui dépassent la dimension nationale.
Face à un changement aussi radical de la situation culturelle, sociale et économique, l'État social est entré dans une crise. C'est surtout une crise de ressources, rendue plus grave dans certains cas par de véritables gaspillages, mais en général, la dépense sociale telle qu'elle a été menée ces dernières décennies n'est plus soutenable. Et ce n'est pas tout, c'est aussi une crise d'efficacité. Les interventions dans beaucoup de situations ont privilégié les classes moyennes sans rejoindre les tranches de population qui en avaient le plus besoin. Souvent, en effet, l'information est insuffisante, en particulier envers ceux qui ont le plus besoin des services mais qui n'en connaissent pas l'existence ou les moyens d'y accéder. De ce fait, durant ces dernières décennies, la pauvreté dans les pays industrialisés concerne de façon stable une tranche qui se situe entre 12 et 15% des citoyens et les politiques sociales ne réussissent pas à l'entamer. C'est également une crise de justice. Il existe des disparités de traitement entre catégories de travailleurs, ou bien à l'opposé, le même traitement réservé à des personnes qui ont des besoins différents. Et enfin, crise des valeurs, qui a souvent fait perdre à ceux qui travaillent dans les secteurs de l'État social la conscience de leurs responsabilités et jusqu'à l'aspect éthique de leur propre service. Dans certains secteurs, l'État social a fait naître de nouvelles bureaucraties qui sont les bénéficiaires uniques et sûrs de l'État social. En d'autres termes, les services servent parfois à ceux qui les donnent et non à ceux qui en ont besoin. Et chez les citoyens eux-mêmes, manque souvent la conviction qu'à chaque droit correspond un devoir. Ce changement de situation requiert un type d'intervention différent. Il apparaît urgent d'apporter des modifications profondes au modèle sur la base desquels, dans les différents pays, s'est réalisé l'État social. Examinons de tels modèles en cherchant aussi à imaginer leurs évolutions possibles. Selon la tradition politique et culturelle, et selon la situation économique des différents pays, l'État social a pris des nuances différentes. Dans certains pays a prévalu une ligne libérale qui mise surtout sur le marché comme moteur pour la création et la distribution de richesses. Elle laisse à l'État l'intervention résiduelle, c'est-à-dire le devoir de construire un filet minimum de sécurité pour tous, en particulier pour ceux qui ne parviennent pas à tirer du marché les ressources nécessaires. Dans d'autres pays, notamment en Europe du Nord et en Grande-Bretagne, s'est développée jusque dans les années 70 une organisation différente de type social-démocrate. L'intervention de l'État est forte, autant en ce qui concerne le produit intérieur brut destiné aux dépenses sociales que par les règles qu'il impose au marché par une taxation progressive qui touche fortement les hauts revenus et par les mécanismes de programmation qui cherchent à influencer les modèles de développement. Dans ce modèle-là, l'État est l'acteur de premier plan qui utilise le marché presque comme un instrument pour garantir que les bénéfices arrivent à tous. Un troisième modèle a trouvé son application, surtout dans des pays à forte division, de type ethnique ou religieux. C'est le cas de l'Allemagne et de la Hollande. Pour éviter les oppositions, l'État laisse aux communautés locales, aux groupes ethniques et religieux, le soin de gérer les services pour leurs membres, assumant le rôle de financier et de régulateur. L'expérience de ces dernières décennies a permis d'évaluer les qualités et les défauts des différents modèles. Le modèle libéral a comme qualité de stimuler l'initiative individuelle et l'expression de toutes les forces présentes sur le marché. Néanmoins, il s'est montré incapable d'intégrer dans le développement les couches sociales les plus faibles et de satisfaire tous ces besoins qui n'entrent pas dans le marché. En outre, ce filet de protection n'est pas stable. Il subit des fluctuations en fonction des ressources dont l'État dispose et de l'orientation politique des différents gouvernements. La conception résiduelle des devoirs de l'État risque d'empêcher l'État même de remplir des devoirs qui sont spécifiquement les siens. Tous les sujets, en effet, les individus, les groupes, les entreprises, concourent au bien commun, mais seul l'État a comme devoir spécifique le bien commun, et il ne peut l'abandonner en renonçant à ses propres devoirs.
Le modèle socio-démocrate a le mérite de placer les citoyens dans une situation de sécurité effective, mais il comporte des coûts très élevés que peu de pays peuvent se permettre et impossibles à soutenir sur une longue période. Contrairement au modèle libéral, il risque en outre d'élargir le rôle de l'État, envahissant l'espace de la société civile et desservant la libre initiative. Et ceci non seulement sur le plan de l'entreprise, mais également sur celui de la solidarité. Les modèles qui reposent sur une base ethnique ou religieuse peuvent rencontrer des difficultés croissantes avec la multiplication des différences ethniques et religieuses de nos sociétés. Elles ont donc besoin d'intégrer d'autres modèles pour éviter que certaines communautés subissent une discrimination. Quels défis avons-nous devant nous ? Le premier sûrement d'arriver à offrir un modèle universel de protection sociale à tous les hommes. Dans la mesure où l'intégration entre les économies se fait de plus en plus forte, il faut viser aussi à une intégration sociale qui étende la protection à tous. C'est un objectif de bien commun pour l'humanité auquel s'opposent les aspects négatifs que la globalisation a revêtus autant au nord qu'au sud du monde. Une idée à repousser est par exemple de transformer le welfare en workfare, de donner une protection seulement à ceux qui parviennent à se la payer. Dans cette perspective, la faible protection sociale maintient élevée la compétitivité du système, mais elle crée des sous-classes de marginaux dans les pays industrialisés et condamne à la soumission et au non-développement des pays pauvres entiers. Sur le maintien des fortes différences de développement entre les pays, s'appuie aussi une autre tendance qui est d'augmenter la protection sociale dans les régions les plus fortes. Dans ce cas-là, les plus faibles aussi en seraient bénéficiaires à l'intérieur du Nord, au moins en partie, mais à condition de maintenir des relations économiques internationales injustes. En conclusion, il est nécessaire de conserver et de développer en les intégrant entre elles les caractéristiques positives des modèles actuellement en vigueur, mais en même temps, il convient de commencer à construire un décor complètement nouveau avec de nouvelles règles et de nouveaux acteurs. Pour chercher des réponses aux questions soulevées par la crise de l'État social, nous devons élargir notre vision pour nous occuper d'un secteur que nous n'avions pas pris en considération jusque-là, le troisième secteur. On dit troisième pour mettre en évidence une de ces différences, soit par rapport au secteur des entreprises traditionnelles, privées, qui agissent dans un but de profit, soit par rapport au secteur public. Ce phénomène est désigné aussi par d'autres noms, par exemple économie civile, secteur sans profit. Ce sont des idées au contenu différent, et cela dénote à quel point est complexe le phénomène que nous allons aborder. La question se pose en ces termes. Le troisième secteur, comme les deux autres, agit sur le marché. Est-il possible d'être sur le marché uniquement dans une logique d'intérêt individuel, ou est-il possible d'y être aussi dans une logique de type différent, altruiste ? Je répondrai, tout dépend de la manière dont nous définissons le marché. Nous savons que dans la littérature et dans le langage, dans la pratique et aussi dans le lexique politique courant, deux conceptions du marché sont le plus répandues. D'une part, la conception de ceux qui identifient le marché au lieu idéal et caractéristique de l'égoïsme, c'est-à-dire comme le lieu où chacun pense à ses propres intérêts, et c'est tout. En effet, une conception du marché plus ancienne de celle que je viens d'évoquer remonte à l'époque de la Renaissance, humanisme-Renaissance, et elle se développe tout au long des années 1700. C'est seulement à la fin du XVIIIe siècle que cette conception dont je vais parler à présent et que je vais illustrer entre dans une période de crise. Cette conception, qui a des racines plus anciennes, considère le marché comme un lieu où peuvent coexister, et donc évoluer ensemble, des situations dans lesquelles les personnes cherchent à satisfaire leurs propres intérêts
en suivant donc le principe d'échange de biens, mais aussi qui mettent à la base de leurs actions, de leur conduite, le principe de réciprocité. Selon cette conception plus riche du marché, nous pouvons envisager le marché comme un organisme qui, pour bien respirer, a besoin de 2 poumons. Le poumon représenté par les entreprises, que nous définirons de privées, dont la raison d'être et d'agir est de réaliser un profit et de l'empocher, et un autre poumon formé d'autres entreprises ou organisations qui sont toujours privées du point de vue juridique, mais dont l'action repose sur le principe de réciprocité et cherche à atteindre des objectifs d'intérêt collectif. Cette conception plus riche du marché était présente déjà en Adam Smith. Et c'est seulement depuis la fin du XVIIIe siècle que s'affirme l'autre conception. Pour répondre à votre question de départ, si je conçois le marché au sens restreint, la réponse est non. Nous ne pouvons pas penser qu'une société puisse être régie seulement par le marché. Si nous prenons en revanche le marché dans un sens plus large, comme ensemble d'économies privées et d'économies civiles, alors ma réponse est oui. Car le marché revêt alors une dimension plus ample que celle que nous avons connue à une époque récente. Professeur Zamagni, que se passe-t-il au cours du XVIIIe siècle qui amène un changement de la conception du marché ? L'élément qui détermine le passage du marché de sa conception ample à sa conception restreinte a 2 racines bien précises. D'un côté, l'utilitarisme, qui est le courant de philosophie morale fondé par l'anglais Jeremy Bentham, 1780, et de l'autre, l'illuminisme français, la Révolution française, le jacobinisme. Ces 2 facteurs, expression de la culture élevée du temps, finissent par réduire le problème économique à un problème de rapport entre la fin et les moyens. Le problème économique qui se pose, en effet, est celui de la meilleure utilisation possible des ressources réduites pour atteindre un but déterminé. En d'autres termes, le problème économique acquiert une dimension de type exclusivement utilitariste et c'est tout. Et c'est de cette manière que s'affirme la conception réductrice de la science économique dont j'ai parlé tout à l'heure. L'utilitarisme est encore de nos jours à 90% au centre de nos discours économiques, même s'il est aujourd'hui profondément en crise. Aujourd'hui, ceux qui, scientifiquement parlant, se disent utilitaristes sont de moins en moins nombreux. Et il est clair pour tous désormais qu'on peut mourir d'utilitarisme. Et comme le bien primaire pour les gens qui vivent est de vivre, pour glorieuse qu'a été la tradition de l'utilitarisme, de plus en plus de chercheurs et d'hommes d'affaires comprennent qu'adhérer au canon de l'utilitarisme nous amène en fin de compte à une situation pire que celle où nous pourrions être. Dans le marché pris au sens plus large, il y a alors place pour des comportements altruistes caractéristiques du 3e secteur. Essayons de le définir. Une définition du 3e secteur s'appuie sur certaines caractéristiques. Il s'agit d'organisations privées. L'administration publique n'en fait certainement pas partie. D'organisations productives. Il nous intéresse donc de souligner qu'il ne s'agit pas seulement d'organisations qui font de la redistribution, par exemple en faveur de personnes touchées par une famine, mais très souvent, elles produisent des services. Enfin, ce sont des organisations sans but lucratif, qui excluent que l'on puisse générer du profit et que celui-ci soit versé à un quelconque propriétaire. Nous pouvons aussi ajouter que ce sont des organisations formelles, c'est-à-dire que nous n'y incluons pas les activités d'assistance, par exemple, organisées de manière totalement informelle à l'échelle d'une paroisse, d'un immeuble ou d'un quartier. Nous pouvons intégrer dans le 3e secteur les fondations, qui possèdent un patrimoine destiné à poursuivre un objectif, et tous les instituts privés de même nature qui s'occupent de bienfaisance et d'assistance. Nous pouvons y mettre les coopératives sociales, les associations qui agissent dans les domaines les plus variés, du domaine sportif au domaine culturel. Tout cet ensemble de réalités poursuit des objectifs que ni le secteur privé à but lucratif, ni le secteur public ne réussissent à atteindre. Nous pouvons donc dire que le 3e secteur a une finalité de service et que la manière dont il la réalise est importante. Une société commerciale, en particulier, a comme but d'obtenir un bénéfice, un gain en faveur des propriétaires.
En revanche, la caractéristique d'une organisation sans but lucratif est que personne ne peut s'approprier l'éventuel profit que l'entreprise obtient. Imaginons par exemple une école gérée par une organisation sans but lucratif. Si les revenus obtenus par les inscriptions dépassent les coûts de gestion, cela ne pourra rémunérer personne. Cela servira à réduire les frais d'inscription l'année suivante ou à faire des investissements pour améliorer l'équipement de l'école. Une organisation du troisième secteur peut donc produire une activité commerciale à condition que les éventuels bénéfices ne soient pas distribués mais soient réinvestis dans le service. Il est cependant possible qu'une organisation du troisième secteur ne s'occupe pas de tiers, mais que ses agents travaillent pour résoudre leurs propres problèmes ou le problème de leurs associés. C'est le cas des mutualités. En effet, il existe des organisations que nous incluons dans le troisième secteur, comportant des associés au bénéfice desquels l'organisation travaille. L'intégration de ces organisations dans le troisième secteur est sujet à discussion. Mais lorsqu'il s'agit de services particulièrement méritoires, nous sommes d'accord pour les mettre dans ce troisième secteur. Il peut s'agir de personnes de bonne volonté, sensibilisées à un problème, ou de personnes touchées par ce même problème qui s'efforcent de le résoudre. Ce peut être par exemple une crèche gérée par des parents. Nous avons vu ce qui différencie une entreprise du troisième secteur d'une entreprise du secteur privé traditionnel à but lucratif. Mais qu'est-ce qui la distingue du secteur public ? La différence entre une organisation du troisième secteur et une organisation publique réside seulement dans sa nature privée, qui répond donc à un centre de décision dont nous pouvons dire qu'elle est l'expression de la société. Elle est l'expression de l'initiative d'un groupe de personnes qui se donnent un objectif et le réalisent dans le cadre juridique en vigueur. Une organisation publique doit rendre compte aux organes politiques, sur le plan municipal, comme sur le plan régional ou national. Mais quel avantage y a-t-il à ce que dans certains cas, les privés répondent à un besoin plutôt qu'un organisme public ? Une caractéristique importante du troisième secteur est la flexibilité, la souplesse, surtout si nous le comparons aux organisations publiques. Naturellement, le troisième secteur opère en dehors du système politique et administratif. Et il peut donc facilement, lorsqu'il voit une nécessité, proposer une solution. Un point fort du troisième secteur est ce que l'on appelle la proximité, être proche des exigences de l'usager. Ceci présente l'avantage, par exemple, de mieux connaître les besoins afin d'y répondre de la manière la plus appropriée. Cette approche a une valeur économique car elle permet de mieux orienter les ressources. Mais c'est surtout une tendance naturelle de l'individu d'exprimer toutes ses potentialités, soit tout seul, soit en les organisant avec d'autres, comme l'explique Jean-Paul II. Selon l'encyclique Rerum Novarum et toute la doctrine sociale de l'Église, le caractère social de l'homme ne s'épuise pas dans l'État, mais il se réalise dans divers groupes intermédiaires, de la famille aux groupes économiques, sociaux, politiques et culturels, qui, découlant de la même nature humaine, ont, toujours à l'intérieur du bien commun, leur autonomie propre. C'est ce que j'ai appelé la personnalité de la société qui, avec la personnalité de l'individu, a été éliminée par le socialisme réel. Le troisième secteur présente des expériences très bigarrées. Le professeur Mario Mauro souligne la possibilité qu'entre des entreprises qui réalisent des profits et les autres s'installe un cercle vertueux, tel que les entreprises qui ne font pas de profit apprennent des entreprises traditionnelles l'efficacité, la capacité de gestion, tout en ne perdant pas leurs caractéristiques propres. Nous avons démarré, il y a une vingtaine d'années, la Compagnie des œuvres, considérant deux choses qui nous ont particulièrement frappés. La première était notre patrimoine, une manière de penser commune selon laquelle on ne pouvait pas appliquer les logiques de l'entreprise pour créer une organisation sans but lucratif. En conséquence, l'activité no profit devait se résumer en activité à caractère résiduel. La seconde observation
étant qu'il y avait de la part des entreprises, surtout des entreprises qui voyaient ancrer leurs exigences de communication une valorisation en termes éthiques de leurs produits et de leurs services, le désir de s'unir à tous ceux qui utilisaient des ressources, temps, argent pour faire du bien. En mettant ensemble ces deux aspects, nous avons transformé le cercle vicieux qui avait tendance à se créer entre profit et no-profit en un cercle vertueux. Nous avons par exemple favorisé le fait que des dirigeants de grandes entreprises apportent pendant leur temps libre, en partie pendant leur temps de travail, leur patrimoine de connaissances à l'intérieur des entreprises à but non lucratif. Et nous avons surtout favorisé les conditions par lesquelles les grandes exigences du monde du non lucratif rejoignent les entreprises à but lucratif, et en particulier dans l'aspect du recyclage des ressources de ces entreprises. Un exemple entre tous est celui de la banque alimentaire, d'une structure qui aujourd'hui donne à manger en Italie à plus de 500 000 personnes et ne fait rien d'autre que résoudre le problème des produits en excédent des entreprises alimentaires. Ces produits étaient tous destinés à la destruction. Qui investit des ressources pour porter ces produits aux pauvres? Les organisations à but non lucratif. Et de cette manière se boucle le cercle vertueux entre entreprises à but lucratif et organisations sans but lucratif. Elle donne naissance à un service destiné aux citoyens de notre pays, en particulier les plus pauvres. La banque alimentaire qu'évoque le professeur Mauro s'insère dans l'une de ces aberrations que nous pouvons considérer comme caractéristiques du monde occidental. Il existe dans la partie nord du monde des industries alimentaires qui détruisent une partie de leurs produits lorsque leur quantité excède celle que l'on considère comme optimale pour le profit. La banque alimentaire, en accord avec ces entreprises, soustrait à la destruction les produits, les distribuant entre ceux qui n'auraient pas la possibilité de les acquérir. Une autre forme d'entreprise présente dans le troisième secteur est celle des coopératives sociales. Cherchons à comprendre ce qu'elles sont grâce à une expérience concrète. Nous sommes en 1989. Giacomo Linaro et Piero Cattani possèdent à Sestri-Levante une entreprise de réparation de matériel électroménager, petite mais bien lancée. Mais ils ne se sentent pas satisfaits. Ils voient autour d'eux beaucoup de cas de malaise social auxquels ils voudraient, d'une certaine manière, porter remède. Avec un capital très réduit et un groupe d'amis, ils constituent la coopérative Roberto Tassano. L'un après l'autre, ils obtiennent les premiers travaux, le transport des repas dans 2 hôpitaux, la gestion des parkings d'été, le suivi des démarches pour la réhabilitation d'un bâtiment, la gestion d'une maison de retraite. Ce n'est pas facile. Giacomo Linaro et Pierangelo Tassano hypothèquent même leur maison pour obtenir des prêts bancaires. Le climat de confiance qu'ils ont réussi à construire avec leurs partenaires les aide, mais aussi la confiance en celui que les adhérents de l'économie de communion, projet auquel adhère la coopérative Tassano, appellent l'associé invisible. Dès le début, nous avons cherché à vivre la mise en commun des biens. Nous avions mis en commun notre entreprise, d'autres ont mis en commun avec nous le peu d'argent qu'ils avaient, d'autres leur temps. Des personnes sont venues nous aider comme experts. Elles ont mis à notre disposition leurs connaissances administratives et elles nous ont permis de grandir. D'autres nous ont même donné de l'argent qui leur arrivait providentiellement. Un jour, un prêtre vient me voir et me dit « Giacomo, j'ai reçu 100 millions de lire en héritage. Ils me brûlent. Je te les donne car je sais que tu les feras fructifier pour créer des postes de travail. » Effectivement, les responsables de la coopérative Tassano créent des postes de travail, donnant vie à de nouvelles coopératives qui se structurent en un consortium, une formule qui permet de trouver une plus grande efficacité, mais aussi d'actualiser une mise en commun des biens entre les coopératives. Le consortium est ouvert à ceux qui adhèrent au projet. Un groupe de 9 jeunes filles de Sestri-Levante, en attente de leur premier emploi, sont entrées en contact avec nous. Elles avaient toutes un parcours très différent. Certaines d'entre elles
n'avaient pas de référence religieuse. Et nous avons commencé ensemble une expérience vivante. Nous avons mis à leur disposition notre expérience, nos bureaux, et elles ont commencé à travailler avec enthousiasme. En 1 an est née une coopérative sociale d'éducateurs et elle offre à présent un travail rémunéré à une 15aine de personnes. Un atelier protégé fait partie de la coopérative Le Pélican. C'est une coopérative sociale où entrent des personnes qui ont des problèmes physiques, psychiques, de drogue, des prisonniers aussi. Ne trouvant pas de travail à l'extérieur, ils commencent ici une expérience de travail et nous instaurons, par l'intermédiaire du travail, un rapport de vérité. De là, ils progressent dans la ponctualité, par exemple, la précision et la qualité du travail. Ils pointent le matin en arrivant. Après quelques années d'une expérience de ce genre, ils sont prêts à intégrer un poste de travail à l'extérieur. La coopérative sociale Le Pélican est née justement pour combler les lacunes des entreprises privées qui ne parviennent pas à assumer la présence de ces personnes. Nous avons démarré par des insertions en bourse du travail, en lien avec les différents services du territoire. Et grâce à ces insertions, ces personnes sont devenues peu à peu des associés de la coopérative. Notre objectif est d'établir un pont entre l'état de déséquilibre et un travail digne de ce nom. Et un prisonnier qui chaque soir repart en détention est le président d'une de ces coopératives engendrées par le Pélican. Le consortium comprend actuellement 11 coopératives avec 400 associés et 20 milliards de lire de facturation. Une autre caractéristique du troisième secteur est la gratuité. Gratuité de ceux qui font les donations pour permettre aux organisations du troisième secteur de fonctionner, de ceux qui acquièrent les produits de ces organismes en sachant qu'ils financent une activité socialement utile. Mais un volet tout à fait particulier est celui du bénévolat, le travail de personnes qui donnent leur capacité et leur temps sans recevoir de rétribution. Il arrive souvent que le travail bénévole et le travail professionnel cohabitent dans la même organisation. Monseigneur Nervaux, pouvez-vous nous expliquer comment cela fonctionne ? Voyez, il y a les deux choses. Si nous allons voir par exemple les œuvres de bienfaisance, en Toscane surtout, mais aussi les assistances publiques, elles ont un corps de bénévoles généralement conséquent. Un corps très important d'associés qui ne sont même pas bénévoles et donnent une contribution pour soutenir les initiatives de bénévolat. Il y a donc un très grand nombre de bénévoles qui apportent leur aide gratuitement et il y a aussi quelques spécialistes qui assurent une activité professionnelle rémunérée pour garantir le service réalisé par l'ensemble de la structure. Par ailleurs, il existe aussi des organisations dans lesquelles toute l'activité repose sur le bénévolat, y compris les prestations de spécialistes qualifiés. Mais le troisième secteur pourrait-il exister sans volontariat ? Le volontariat n'est pas une caractéristique indispensable dans une organisation du troisième secteur. Il en existe qui reposent sur des professionnels rémunérés exerçant un service en faveur, par exemple, de malades, en excluant la finalité du gain. Certes, la présence de travailleurs bénévoles est une composante très importante, qui rend ces organisations différentes et leur donne leur spécificité. Comme première chose, le bénévolat contribue à créer une atmosphère de désintéressement et de gratuité. Et cela influence nécessairement la manière de travailler des professionnels. Et, si nous voulons, cela constitue même une sorte de contrôle pour que l'organisation maintienne ses finalités. Car si quelqu'un continue à travailler gratuitement, on peut être sûr que cette organisation rend encore un service. Dans le cas contraire, elle quitterait l'organisation. Une autre caractéristique importante du bénévolat est de se mettre dans une relation de partage, de proximité. Par exemple, par rapport à une personne âgée, à un patient. Et ceci a une grande signification économique. Car le service que la personne âgée ou le malade attendent n'est pas seulement le traitement médical, qui doit être bien fait naturellement,
Mais la relation de proximité dont elles bénéficient en est un élément extrêmement important. Et sur ce point, naturellement, la motivation même des bénévoles est une garantie. Un autre effet de cette motivation spécifique du bénévolat est de parvenir à mettre dans le coup les usagers. Et une caractéristique intéressante de certaines de ces organisations est que, ou les parents des personnes épaulées, ou les intéressés eux-mêmes deviennent partie prenante. Voyant que d'autres se mettent à leur service, ils trouvent en eux-mêmes la motivation pour collaborer. La définition du bénévolat est certainement à approfondir. Il nous suffit pour le moment de comprendre son rôle à l'intérieur du troisième secteur. Cela développe beaucoup d'énergie sociale qui, dans le secteur privé traditionnel et dans le public, ne pourrait pas s'exprimer. Mais les trois secteurs ne doivent pas se substituer l'un à l'autre. Ils sont plutôt d'une nature complémentaire. Indépendamment de tout cela, l'existence du troisième secteur n'élimine pas les devoirs spécifiques de l'État. Une chose que le troisième secteur ne peut pas faire est de se substituer à l'administration publique pour garantir qu'un service soit rendu à tous. Ce qui signifie tous ceux qui ont des besoins et dans tous les points du territoire national. Le troisième secteur a une autre caractéristique: répondre avec les ressources de la société aux besoins auxquels quelqu'un est sensible et décide d'agir. Mais rien ne garantit qu'un autre besoin, peut-être plus important, soit couvert. Pour que cela advienne, il est nécessaire que quelqu'un s'active et cela ne se produit pas toujours. Le résultat de la manière d'opérer du troisième secteur est extrêmement hétérogène, car il se peut que la mise en place soit différente entre ce qui est réalisé par une organisation et ce qui est fait par une autre. Certaines régions sont très bien couvertes et d'autres pas. Cela signifie que nous ne pouvons pas compter sur le troisième secteur pour garantir ce que l'on appelle les services de citoyenneté pour tous. C'est l'État qui doit les garantir, et pas nécessairement en les remplissant soi-même, mais en s'assurant que ce soit fait par quelqu'un. Et si possible, bien fait. Mais comment faire coexister les institutions publiques, les entreprises privées traditionnelles, les très nombreux acteurs qui appartiennent au troisième secteur ? Et surtout, comment faire en sorte qu'ils puissent agir ensemble en poursuivant chacun leur objectif spécifique ? La doctrine sociale de l'Église a un principe qui, dans ce cas, nous est utile. C'est le principe de subsidiarité. Le mot est très ancien. Les Romains l'utilisaient pour qualifier les troupes de réserve qui intervenaient au secours des premières lignes en cas de besoin. Le mot est très ancien, le concept l'est aussi. Nous le trouvons chez Aristote, puis en Thomas d'Aquin, dans les discussions juridiques qui suivirent. Mais on doit reconnaître que la société industrielle a considérablement enrichi ce concept. La subsidiarité appliquée à la vie sociale exprime l'intervention de soutien et de compensation des grandes organisations, par exemple l'État, envers les particuliers et les minorités, dans le respect de la compétence qu'ils ont sur les choses qui les concernent. Ce principe suppose que l'intervention soit faite par solidarité et qu'elle ait comme objectif d'assurer le bien commun. Monseigneur Kettler fut peut-être le premier à parler de droit subsidiaire, en ayant devant les yeux les grandes inégalités sociales de notre époque. Et il le fit surtout pour limiter le pouvoir centralisateur de l'État, que l'on poussait à légiférer à l'excès, même à l'intérieur de domaines comme celui de la famille, dans lesquels les personnes auraient dû être libres de faire leurs propres choix. Et le pape Pie XI avait sur le sujet des idées très claires. Dans l'encyclique Quadragesimo Anno en 1931, il a donné une expression complète du principe de subsidiarité. De même qu'on ne peut enlever aux particuliers, pour les transférer à la communauté, les attributions dont ils sont capables de s'acquitter de leur seule initiative et par leurs propres moyens, ainsi ce serait commettre une injustice en même temps que troubler d'une manière très dommageable l'ordre social, que de retirer aux groupements minoritaires pour les confier à un groupe plus vaste et plus reconnu, les fonctions qu'ils sont en mesure de remplir eux-mêmes,
car l'objectif naturel de toute intervention en matière sociale est d'aider les membres du corps social et non pas de les détruire ni de les absorber. La subsidiarité, donc, est le principe de la liberté ordonnée qui s'exprime par le fait que les particuliers et les groupes assument les responsabilités dont ils sont capables, dans le respect des règles partagées. Mais le rôle de l'État et des institutions ne se limite pas au fait d'intervenir lorsque c'est nécessaire. Outre le développement des devoirs spécifiques qui leur incombent, ils doivent intervenir activement pour permettre à tous les autres acteurs particuliers, familles, groupes, entreprises, associations, d'exprimer pleinement leur potentialité et de les ordonner au bien commun. De tous ces concepts émergent des pistes de réponse aux questions que les droits sociaux imposent et que l'état du welfare, dans ses formes traditionnelles, ne réussit plus à donner. Le premier pas peut se faire en reportant l'État dans les cas où il aurait empiété sur l'espace des autres acteurs dans ces domaines d'activité spécifiques, en le mettant dans les conditions de faire seulement ce qui le concerne, mais de bien le faire. Ou au contraire, de faire en sorte qu'il assume ses responsabilités là où son action s'est réduite excessivement. Un second point, suggéré par l'expérience passée, est de valoriser le rôle de l'État ou l'institution la plus proche du besoin, la région, la province, la commune, qui peuvent assumer une partie des devoirs qui jusque-là, dans certains pays, revenaient à l'État. Ces organismes locaux peuvent collaborer entre eux, formant des aires de protection sociale, se basant sur une connaissance plus précise des besoins. Le devoir de l'État-nation demeure, car si l'on tient compte de la différence de richesse entre les différentes régions, on pourrait créer des aires super protégées ou des aires manquant des services les plus élémentaires. Une solidarité au niveau national ou fédéral est donc nécessaire, en particulier dans les secteurs où sont requis de grands investissements. L'État devrait agir en garantissant, en accord avec les organismes locaux, les services nécessaires, favorisant les initiatives locales, privées et la collaboration avec le bénévolat, évitant l'envahissement qui, dans certains pays, a étouffé la libre initiative dans de nombreux secteurs. Peut-être également stimuler une forte coopération des consommateurs dans les services publics. Par exemple, en instituant des cours pour la formation des patients qui doivent être soignés longtemps. L'assistance, dans ces cas, devrait être répartie entre le personnel de l'hôpital, les familles, les bénévoles. Mais il existe aussi la possibilité d'une vraie et propre substitution de l'État dans les services, spécialement les services sociaux. L'État, dans ce cas, n'aurait plus le devoir de les gérer, mais simplement de les contrôler en faisant l'évaluation de la qualité et en établissant des tranches de coûts. La gestion pourrait passer soit au privé qui réussit à en retirer un profit, soit au privé sans but lucratif comme les réseaux de solidarité que la société sait construire toute seule par des formes de coopération entre familles, amis, voisins. Elles se sont avérées efficaces dans le secteur de la protection des enfants, de l'assistance aux personnes âgées, de la prévention du soin des personnes handicapées, de l'assistance aux citoyens en situation de marginalité. Ces initiatives deviennent une occasion de croissance humaine et civile pour les personnes et un facteur de changement de la société. Le bénévolat est capable non seulement de spontanéité, mais également de compétence. Et il sait s'organiser pour répondre de manière stable à ces besoins qu'il connaît mieux que quiconque. Sans abandonner cette charge d'humanité et de générosité qui le caractérise, il peut allier l'action des bénévoles à celle d'un personnel professionnel et recevoir pour ce rôle l'aide de l'État. La mise à jour et la programmation devraient être continues avec la participation de responsables politiques, mais aussi d'administrateurs, de personnel professionnel, des bénévoles, des familles, des usagers.
Si toutes ces indications étaient réalisées, le modèle même de l'État social en serait transformé, avec à ses côtés une société solidaire dont tous les acteurs auraient un rôle actif. Il y a un besoin de fond, en effet, qui accompagne tous les nouveaux besoins sociaux nés ces dernières décennies dans les pays les plus industrialisés. Celui de rapports authentiques entre les personnes qui devraient caractériser chaque prestation, en particulier envers ceux qui se trouvent dans des conditions de plus grande faiblesse. C'est ce besoin fondamental de la personne qui, lorsqu'il reste insatisfait, engendre beaucoup de situations de déviance et de marginalité, depuis les toxicodépendances jusqu'aux nouvelles formes de mendicité des jeunes. L'État le plus compétitif ne peut répondre tout seul à cette exigence de rapports vrais, mais avec une société vraiment humaine, il peut le faire. En regardant les siècles passés, nous trouvons de nouvelles formes d'assistance et de bienfaisance qui se sont toujours adaptées aux nouveaux besoins que chaque époque a produits. Par exemple, l'époque du passage à la modernité est déjà comparable à la nôtre, car déjà florissante de nouvelles activités d'entrepreneurs, d'initiatives commerciales et de nouvelles professions. De nombreuses confréries nées pour la prière s'étaient orientées par la suite vers l'assistance sociale. D'autres confréries de profession étendaient un peu à la fois leur action en dehors de l'association professionnelle. Ces œuvres maintenaient des hospices, des hôpitaux, elles distribuaient nourriture et vêtements, fournissaient médecins et avocats pour les pauvres, qui subissaient souvent dans les tribunaux des jugements sur lesquels pesait la puissance du riche adversaire. La bienfaisance s'adapte à l'économie monétaire. Elle ne refuse pas l'argent mais l'utilise à bon escient. La société Or San Michele, par exemple, avait une liste comprenant quelques centaines de personnes aidées en permanence. Chacun était doté d'un bon appelé police qui lui donnait droit à une assistance. Les siècles suivants, les initiatives d'assistance et de secours se multiplient. Elles partent souvent d'une inspiration religieuse qui s'avère riche d'effets sociaux. Entre le XVIe et le XVIIe siècle surgissent de nouveaux ordres religieux qui se consacrent à l'instruction des laïcs et beaucoup de ces nouvelles fondations sont dédiées entièrement aux pauvres dont le nombre continue à augmenter. Le XVIe et le XVIIe sont des siècles de guerre continuelle qui apportent avec elles disettes et épidémies. L'Europe est traversée par un fleuve de personnes abandonnées qui mènent une existence hallucinante.
réfugiés de toutes sortes, déserteurs, mercenaires, rescapés des armées en déroute, vivandières, prostituées, boiteux et aveugles des organisations de mendiants, chômeurs, personnes insolvables qui fuyaient leurs dettes, vrais bandits, faux moines et faux pèlerins. 1000 pauvretés différentes se mêlaient aux artisans itinérants, aux vrais pèlerins, aux travailleurs saisonniers, en un flux continu et souvent désespéré. Pour tous, un cauchemar commun, la faim. Dans le livre de Padoue de 1529, Giovanni Battista Segni de Bologne nous raconte « Chaque matin, on retrouvait dans la ville 25 à 30 personnes mortes de faim sur le fumier des rues. Les pauvres n'avaient pas de visage humain. » Il n'existe pas de structure publique capable de faire face aux 1000 besoins insatisfaits, et c'est l'initiative chrétienne qui y pourvoit. Celle de Girolamo Emiliani, par exemple, qui avait servi pendant longtemps la République de Vénétie, en paix et en guerre. Converti au christianisme, il se consacra à recueillir et éduquer les orphelins, lui qui, lorsqu'il combattait, en avait certainement produit beaucoup. Ou encore celle du Portugais Giovanni di Dio, qui avait expérimenté à la guerre ce que signifie blessure et maladie. Il transforma sa maison en hôpital, fondant par la suite les Fate Bene Fratelli. Des initiatives analogues surgissent partout. Il y a des compagnies de clercs et de laïcs qui prêtent assistance aux malades, recueillent les prostituées, rendent visite aux prisonniers, plaident la cause des accusés pauvres, libèrent les prisonniers pour dette, accompagnent les condamnés à mort qui sont enterrés aux frais de la confrérie. Mais il y a aussi ceux qui s'organisent pour procurer une dot aux jeunes filles pauvres lors de leur mariage ou de leur entrée au couvent, ceux qui enseignent la lecture, l'écriture et le catéchisme aux enfants les jours de fête. Rien qu'à Milan, au temps de Carlo Borromeo, on compte plus de 700 de ces écoles. L'engagement continue aussi les siècles suivants et durant la révolution industrielle qui engendre une nouvelle pauvreté. Frédéric Ozanam, étudiant à l'Université de Paris, convainc quelques-uns de ses amis de consacrer leur temps libre aux pauvres de Paris. Nous sommes en 1833. 20 ans plus tard, 2000 personnes engagées dans les conférences Saint-Vincent-de-Paul réussissent à porter assistance à un quart des familles pauvres de Paris. Le bénévolat existe donc de longue date, mais il existe également un bénévolat contemporain. Quelle forme a-t-il pris? De quels besoins s'occupe-t-il? Je dirais que cette question permet d'apporter des éclaircissements sur les deux finalités du bénévolat. Une première est permanente. Nous admettons que l'assistance, s'occuper des biens archéologiques ou des biens culturels, est un mandat qu'il a toujours eu par le passé et aujourd'hui. Il y a en revanche ce qu'on pourrait appeler les défis du temps. Les défis du temps nous parlent aujourd'hui d'un bénévolat différent, qui a élargi son champ d'action et fait face à des réalités déterminantes pour le pays. Par exemple, le problème de l'immigration mettra le bénévolat, ces 5 prochaines années, devant un défi permanent. D'autant que dans ce domaine, les services d'assistance publique sont insuffisants. De la même manière, le défi du sida sera un problème permanent. Nous découvrons ainsi un bénévolat historiquement nouveau qui est passé du domaine socio-sanitaire à tous les domaines du possible. Nous parlons habituellement d'un bénévolat qui se réfère au service d'assistance sociale. Mais il existe aussi un bénévolat culturel, un bénévolat de protection civile, un bénévolat de protection des biens culturels, un bénévolat de protection du milieu. Il y a le bénévolat international. Donc le phénomène est très complexe et il a des caractéristiques différentes. Quelles sont les motivations de ceux qui s'engagent dans le bénévolat? Le bénévolat remonte très loin. Mais il existe un nouveau bénévolat, né ces 20-25 dernières années, après les années 70.
et qui revêt des caractéristiques très particulières. L'explosion du bénévolat remonte aux années 75-80. D'où naît-il? La chose est complexe. Ceux qui connaissent peu le bénévolat et qui n'ont pas vécu dedans disent qu'il naît du fait que l'État n'est pas en mesure de garantir les services publics. Je suis convaincu que là n'est pas la raison. Le bénévolat est né avant. Il est né, je crois, comme une réaction, des jeunes surtout, face à une société qui leur enlevait la respiration des valeurs. Société de consommation, bien-être, etc. Donc, comme une réaction psychologique forte, un besoin de souffle. Et il est né aussi du besoin de trouver un sens à sa vie, et non pas de l'inefficacité de l'État. Celle-ci est venue ensuite, et donc le bénévolat a trouvé un plus grand espace, un plus grand emploi. Le bénévole est une personne qui a un style de vie cohérent. Ce choix de vie a une influence sur tout ce qu'il fait. Il devrait en être ainsi, mais ce n'est pas toujours le cas. Nous devons être réalistes. Il existe un bénévolat à caractère d'assistance essentiellement. C'est-à-dire que quelqu'un fait une œuvre bonne, individuellement ou collectivement, pour les autres, et tout s'arrête là, dans cette bonne œuvre qu'il a réalisée. Une autre forme engage beaucoup plus profondément. Il devient alors style de vie, car l'on peut aussi réunir une pratique de bénévolat et une activité professionnelle en contraste avec les valeurs du bénévolat. Donc, le bénévolat est un travail non rémunéré, mais il est souvent en contact avec des personnes qui se font payer pour ce qu'elles font et il croise des organisations qui travaillent à l'intérieur du marché. Quel rapport y a-t-il entre bénévolat et marché ? Je crois qu'il faut faire une clarification en ce qui concerne le troisième secteur. Car il y a dans le troisième secteur de nombreuses expressions très différentes. La coopération sociale, la coopération de solidarité sociale, les associations à but non lucratif, toutes expressions de la solidarité. Elles produisent des services, mais avec des personnes qui vivent de ces services. Elles deviennent alors entreprises sociales. Une entreprise sociale évolue nécessairement dans le marché, mais avec des finalités différentes de celles de l'entreprise qui a comme finalité le profit individuel. En effet, dans ce cas-là, la finalité n'est pas le profit individuel, mais le service de la communauté. Naturellement, celui qui vit à l'intérieur doit réussir à vivre de son travail et cette entreprise doit être bien organisée, selon les normes des entreprises. Elle doit réunir rentabilité et efficacité. Le bénévolat a du mal à y trouver sa place, car le travail non rémunéré s'y intègre difficilement. Le travail non rémunéré trouve difficilement sa place dans le marché. Il me semble important d'éclaircir ce point, car il existe un danger non négligeable. Que les institutions publiques, les organismes locaux, communaux, les services sanitaires fassent appel au bénévolat pour l'utiliser afin de réduire les coûts des services. Que le troisième secteur, par exemple les coopératives sociales, pensent au bénévolat pour remporter les adjudications, car ils réussissent à fournir des coûts moins élevés. C'est une instrumentalisation du bénévolat qui ne sert pas non plus les organismes locaux, car ils risquent de ne plus tenir leurs engagements qui sont de garantir aux citoyens des services valables et non un coût moindre. Et c'est également un danger pour le troisième secteur, car il risque d'être malmené par le marché et par les lois de la concurrence. Si ces risques se traduisent dans la réalité, on obtient des turbulences dans le marché dues à une concurrence déloyale, où on piétine les droits des travailleurs qui, mal rémunérés, sont considérés comme des bénévoles. Monseigneur Nervaux tient à souligner la spécificité du bénévolat. Il est vrai en effet
qu'il offre parfois des services de qualité en se substituant à l'État ou au secteur privé, car ceux-ci, pour un certain nombre de raisons, dans certaines situations, ne sont pas en mesure d'agir. Mais la caractéristique du bénévolat est la gratuité pure. Pour cela, le bénévolat commence là où le marché n'intervient plus. La doctrine sociale de l'Église nous explique pourquoi. On retrouve ici une nouvelle limite du marché. Il y a des besoins collectifs et qualitatifs qui ne peuvent être satisfaits par ces mécanismes. Il y a des nécessités humaines importantes qui échappent à sa logique. Il y a des biens qui, en raison de leur nature, ne peuvent ni ne doivent être vendus ou achetés. Certes, les mécanismes du marché présentent des avantages solides. Entre autres, ils aident à mieux utiliser les ressources. Ils favorisent les échanges de produits. Et surtout, ils placent au centre la volonté et les préférences de la personne, qui, dans un contrat, rencontre celle d'une autre personne. Toutefois, ils comportent le risque d'une idolâtrie du marché, qui ignore l'existence des biens qui, par leur nature, ne sont et ne peuvent être de simples marchandises. Le marché, compris de manière juste, celui qui respecte la dignité de la personne, contient des valeurs importantes, l'équité, la loyauté, la responsabilité. Sans ces valeurs, le marché dégénère comme effectivement cela se produit souvent, en particulier lorsque sont achetées ou vendues les personnes elles-mêmes ou des aspects importants de la personne. Nous avons aujourd'hui de nouvelles formes d'esclavage. Pensons à la prostitution, à la pornographie ou au travail des enfants. Le marché et l'économie en général se nourrissent de valeurs telles que la confiance et la générosité. Mais ces valeurs naissent dans le cœur de l'homme, des rapports gratuits entre les personnes. Elles améliorent l'échange, le rendent possible, mais elles ne naissent pas de lui. Le bénévolat nous rappelle qu'il existe des aspects de la vie et des valeurs indisponibles qui n'ont pas de prix. Elles peuvent seulement être données, mais pas échangées. Aujourd'hui, certains retiennent comme largement dépassée la valeur de gratuité, car ce serait une action à sens unique, qui n'élève pas celui qui est aidé, ne le porte pas à la réciprocité. Monseigneur Nervaux, qu'en pensez-vous ? J'ai remarqué que cette attitude naît chez ceux qui ont commencé à étudier de manière systématique, par la recherche scientifique, le bénévolat. Elle naît donc de l'université. On voit les choses un peu différemment de l'université ou de la rue. En effet, dans le premier cas, celui qui analyse, il y a des articles, des études dans ce domaine, considère que la gratuité est une forme de paternalisme et de bienfaisance. Aujourd'hui, le bénévolat, au moins celui qui est le plus formé, le plus mûr, a dépassé nettement cette forme de paternalisme. Et l'on est davantage porté au partage et même à l'action politique, c'est-à-dire à la responsabilité globale des phénomènes. Mais il y a un élément positif que voici. On est préoccupé de la dignité de la personne à laquelle s'adresse le service. La plus grande dignité réside dans le fait que cette personne peut donner elle aussi quelque chose. Il y a donc bien échange et c'est très positif. Mais si cet aspect est trop accentué, on risque de penser que lorsqu'on n'arrive pas à la réciprocité, il y a seulement une gratuité paternaliste. Et cela ne correspond pas à la réalité, car il y a certainement échange. Dans chaque relation entre les personnes, il y a un échange, toujours. Mais à quel niveau ? Au niveau économique ? Certainement, car le médecin qui effectue une prestation professionnelle et reçoit de l'argent opère un échange. Il y a une réciprocité. Le bénévole suit une personne et celle-ci collabore. Certes qu'il y a échange, mais prenons le cas de quelqu'un qui assiste un malade en phase terminale, qui n'a plus la conscience des choses, ou un malade mental qui n'a plus aucun lien avec l'extérieur. Que veut dire réciprocité dans ce cas ?
Certes, il y a réciprocité, mais elle est sur un autre plan, car le bénévole qui continue à suivre un vieillard sclérosé, qui ne comprend plus rien, ou un malade mental, reconnaît la valeur de la personne dans ce malade, dans ce vieillard, et de cette manière, il s'enrichit et il reçoit. Nous arrivons au terme du voyage qui nous a porté à faire l'examen éthique de la réalité économique de notre temps. Nous avons trouvé de nombreux éléments positifs que l'homme a construits au cours de son histoire. Nous avons également trouvé quelques situations profondément inhumaines dont le dépassement constitue un défi pour le présent et pour l'avenir. Synthétisons à présent quelques interférences qui s'opposent dans les systèmes productifs actuels à la pleine réalisation de la personne. Une première question touche ce qu'on appelle la société des 2/3. Nous avons des règles démocratiques dont la principale est que les décisions sont prises sur la base de la majorité. Mais, paradoxalement, ne pourrait-il se faire que ces règles, justement, soient la cause d'un accroissement des inégalités ? Elles le sont déjà, car lorsque la société italienne, par exemple, était composée en majorité de personnes qui ne jouissaient pas des droits affirmés dans la Constitution, lesquels étaient le privilège d'une minorité, la majorité pouvait faire avancer les réformes vers l'égalité. À présent, la situation est changée. La majorité des citoyens jouit d'un bien-être généralisé et tente à utiliser sa force politique pour renforcer son propre bien-être, en marginalisant les plus faibles. Ceci se produit sur tous les plans. Parlement, conseils régionaux, conseils municipaux, Conseil de l'Europe, syndicats, partis. C'est la situation de la société des 2/3. La référence à la Constitution italienne, mais aussi à beaucoup d'autres qui, de manière analogue, contiennent des principes universels et pertinentes. Les sociétés, en effet, se constituent sur la base de valeurs universelles que tous doivent partager et qui doivent être une réalité pour tous les citoyens. L'idée qu'une majorité puisse vivre bien en présence d'une minorité qui souffre est illusoire. En effet, un système qui porte en lui de vastes tranches de pauvreté manifeste que quelque chose ne va pas et risque également d'atteindre la majorité économiquement aisée. Le système économique peut interférer sur la réalisation de la personne, en influençant délibérément ses choix. D'un côté, le choix des citoyens porte sur le produit à acquérir, mais aussi sur la priorité à donner à sa vie, et la publicité a une influence sur ce choix. Le système économique influence encore d'autres choix. Les choix publics, par exemple, sur lesquels des groupes d'intérêt économiques peuvent peser, par rapport à beaucoup de personnes influençables qui ne sont pas en mesure de s'organiser. Cette interférence limite fortement la liberté des personnes, car elle met à leur disposition une grande abondance matérielle, mais entrave fortement les choix les plus profonds, ceux qui établissent une hiérarchie des valeurs entre les choses. Et elle ne se limite pas là. Il y a des dynamiques au sein du système économique qui mettent en danger la solidité même de la communauté. Le système économique peut avoir une tendance à imposer une mobilité géographique de travail excessive. Cela nuit à la dimension des relations de la personne. En effet, cela rend impossible l'existence de réseaux de relations stables à l'intérieur desquels chacun peut grandir et communiquer avec les autres. On souligne toujours plus qu'une dimension importante du patrimoine de la collectivité, à côté des infrastructures matérielles, comme les routes par exemple, l'éclairage, est l'existence d'un réseau riche, étroit,
de relations associatives, amicales, familiales. Et cela constitue d'une certaine manière une ressource économique qui peut faciliter la mise en route d'initiatives, de nouvelles entreprises, et d'autre part, influe directement sur la qualité de vie de ce qui est inséré dans ces réseaux. La dimension des relations est celle où les limites des sociétés les plus avancées deviennent plus évidentes. Un autre effet de l'action du mécanisme économique basé sur l'intérêt personnel est de répandre une culture de la relation intéressée, tandis que la vie des individus et de la collectivité a besoin également de relations ouvertes, désintéressées, gratuites. Maintenant, un modèle de relation d'un genre opposé est en train de s'imposer et risque de devenir dominant. On l'appelle compétition de champ. Ce concept a été introduit par l'économiste Harrod, repris ensuite par Fred Hirsch dans son œuvre des années 70 sur les limites sociales du développement. Que signifie compétition de champ ? Hirsch déclare « Dans nos sociétés avancées, la compétition se fait aujourd'hui non pour acquérir les biens aux meilleures conditions afin de satisfaire nos besoins. La compétition s'exerce face aux autres pour leur faire perdre leur position. Un exemple type de compétition est le pouvoir. J'ai un pouvoir dans la mesure où quelqu'un est soumis à ce pouvoir. Si ce quelqu'un disparaît, automatiquement, je n'ai plus de pouvoir. » Un autre exemple. Pensons à l'instruction, pas tellement l'instruction de base, mais l'enseignement secondaire et universitaire. Aujourd'hui, beaucoup accèdent à de hauts niveaux d'instruction, non pas pour apprendre, pour l'importance de ce qu'ils étudient, pour élargir leur horizon, etc., mais pour avoir un titre. Dans ce cas, un titre d'études qui permet à celui qui l'a obtenu de priver les autres de l'accès à des positions déterminées. Voyons maintenant en quoi cette compétition de champ est dangereuse. Lorsqu'elle dépasse un certain seuil, elle devient dévastatrice. Pourquoi ? Parce qu'elle fait éclater la société. Car il est clair que quelques-uns sont parmi les premiers, mais qu'ils seront peu nombreux. Si nous mettons en place notre organisation sociale sur la base des principes de la compétition de champ, nous arriverons très vite à une situation intolérable, où des gens auront toujours plus de biens, toujours plus à manger, de quoi se vêtir, partir, mais seront toujours plus désespérés. Pourquoi, et c'est là le point, la compétition de champ ne crée pas de valeur ajoutée, elle redistribue seulement. Tandis que la compétition normale, celle qui s'exerce sur des biens habituels, tend à encenser les meilleurs et à produire un bénéfice face aux autres. La compétition de champ illustre l'adage de Hobbes « Ta mort est ma vie », ce qui signifie en d'autres termes « Pour m'affirmer, je dois te sacrifier ». C'est une constatation que nous faisons aujourd'hui dans nos sociétés avancées. Pensons aux États-Unis et qui arrivera au grand jour. Les psychologues nous ont désormais avertis l'attitude, le sentiment constructif, celui qui crée une personnalité mûre est la gratitude. Une attitude de confiance devant la vie et celui qui nous l'a donnée, qui nous pousse à redonner en échange en réalisant des choses bonnes. L'attitude opposée est l'envie purement destructrice. Nous pourrions dire que celui qui est ému par la gratitude est un constructeur qui s'emploie à produire des biens, à inventer des choses nouvelles, à créer des relations positives avec les autres. Celui qui en revanche est ému par l'envie se positionne essentiellement dans la compétition de champ. Vient le moment dans la vie de chacun où il nous faut décider de l'orientation prioritaire à donner à notre vie, l'envie ou la gratitude. Je dirais que la stratégie pour s'opposer à l'envahissement de la compétition de champ, dont nous avons décrit les effets destructeurs, ne peut pas être dans le fait d'invoquer l'intervention de l'État. Certains disent que cet élément de positionnement est exaspérant au regard de certaines situations américaines. Alors nous demandons l'intervention de l'État afin qu'il y porte remède. Je réponds que ce serait un désastre, car l'État risque, lorsqu'il intervient dans ces milieux, d'aggraver le phénomène. Car si, par exemple, je mets en concours des postes pour devenir dirigeant,
Il est clair que le système de recommandation pour obtenir cette position devient, dans ce cas, de la corruption. Dans ce cas précis, l'intervention de l'État n'améliore rien. En conséquence, le premier devoir est de former les personnes, d'analyser ces phénomènes, d'expliquer que la stratégie adoptée pour mettre en échec ces comportements de désagrégation n'est pas d'invoquer l'interventionnalisme. Simultanément, et c'est la seconde mesure à prendre, il est nécessaire d'intervenir sur le plan pratique, législatif, pour permettre que les acteurs de la société civile, porteurs de culture, puissent s'organiser et se mettre à produire des biens relationnels. En d'autres termes, là se trouve la raison d'être des associations à but non lucratif. Elles ont ce devoir ou cette mission fondamentale, engendrer, produire et donc distribuer des biens relationnels. Ce tableau montre que les mêmes mécanismes économiques qui ne permettent pas de dépasser la pauvreté matérielle dans de nombreux pays du Sud, lorsque ce ne sont pas eux qui la produisent, favorisent aussi la misère intérieure dans les pays du Nord. Je dirais qu'il existe 3 sortes de pauvreté. Une pauvreté sociologique, la pauvreté comprise comme mal social. Comme conséquence d'une mauvaise distribution des biens, née dans le cœur des hommes, qui, avec les structures et les institutions, remplissent la société. Cette pauvreté est un mal, elle n'est pas un bien. Elle doit être enlevée. Ce n'est pas un fait positif. Il y a ensuite une seconde sorte de pauvreté, que je diviserai en 2 autres dimensions. Une dimension matérielle et une dimension spirituelle. C'est une pauvreté choisie volontairement. Nous pourrions dire qu'elle est positive. Elle signifie le choix d'un rapport au bien équilibré, ce qui ne veut pas dire éloge de la misère, mais un équilibre dans la possession des biens. Cela signifie avoir le sens du partage, de la solidarité des biens avec ceux qui vivent dans une situation de pauvreté matérielle. La pauvreté spirituelle est une situation, ou mieux, une attitude intérieure très profonde, qui signifie avoir choisi et avoir compris que l'unique bien qui compte dans la vie de nous tous, c'est le lien avec Dieu et avec le frère. Ceci est le vrai bien dans son matériel, qui peuvent servir pour construire ou compléter les liens avec les autres, mais sont seulement des accessoires, des instruments, et donc le choix d'une pauvreté matérielle est également important. Choix libre, car les biens possédés, partagés, non pas jetés, mais mis en commun avec ceux qui ne possèdent pas. Ceci est la pauvreté positive, la pauvreté de Marie. Marie est pauvre, mais elle est riche devant Dieu, de vertu, de tout. Elle est pauvre car elle se met dans une situation de relation, de partage avec les personnes. Cette figure de Marie, loin d'être passive, est un modèle fort qui revient chaque fois que nous nous proposons, comme représentants des pauvres et des opprimés, de renverser une situation injuste. Marie nous ramène au cœur de la doctrine sociale de l'Église selon laquelle les différentes formes de pauvreté doivent être affrontées ensemble. L'engagement pour résoudre le problème de la pauvreté matérielle dans le sud du globe pourrait en effet donner une réelle dignité à ceux qui, dans l'hémisphère nord, souffrent de misère intérieure. Tout cela est contenu dans l'idée d'option préférentielle pour les pauvres. L'option préférentielle pour les pauvres constitue l'une des affirmations fondamentales de la doctrine sociale de l'Église. Elle a été solennellement proclamée à l'occasion de l'Assemblée de la Conférence épiscopale latino-américaine à Medellín, 1968, et à Puebla, 1979, qui imposa à l'attention mondiale la condition de pauvreté d'un continent entier et l'Église universelle l'a fait sienne.
L'option a un précédent. L'encyclique de Paul VI, Populorum Progressio, de 1967, avait placé les prémices pour l'option, exposant l'idée que le développement est le nouveau nom de la paix. Cela signifie que les situations de sous-développement et la pauvreté qui y est liée ne sont pas des problèmes circonscrits à affronter seulement par une attitude d'assistance, mais qu'elles ont un poids déterminant dans l'équilibre et la sécurité des peuples sur le plan mondial. La pauvreté, en conclusion, est un problème global qui ne concerne pas seulement les pauvres et ceux qui s'en occupent, ni seulement les pays en développement, mais elle touche l'intérêt et le droit de tous de vivre dans la dignité et la sécurité. L'encyclique Populorum Progressio affrontait la pauvreté du point de vue de la justice, mettant en discussion les structures sociales, économiques, politiques qui la génèrent, la favorisent ou la tolèrent. Pour Paul VI, l'Église voulait promouvoir un développement intégral de l'homme et ne pouvait donc pas se limiter à l'annonce de l'Évangile. Mais elle devait aider à dépasser ces situations et spécialement la pauvreté dérivant de l'injustice qui empêche l'homme d'exprimer son humanité. L'option fondamentale pour les pauvres exprimait le choix de l'Église d'accompagner l'homme dans son chemin vers une vie pleinement humaine et de mettre à la disposition de l'homme, dans ce but, la richesse de l'annonce du Christ. Il y eut de nombreuses oppositions à ce choix de l'Église, accusée d'être révolutionnaire. Mais les obstacles rencontrés témoignent de l'importance de l'option pour les pauvres, dans des années où le marxisme, dans ses différentes versions, était l'idéologie dominante à laquelle adhéraient de nombreux chrétiens qui voyaient une méthode pour lutter contre l'injustice. La doctrine sociale de l'Église, montrant le lien entre l'annonce de l'Évangile et les devoirs historiques de l'homme, offrait un système de pensée solide à tous ceux qui voulaient agir de manière droite, sans devoir adhérer à des idéologies en contraste avec la foi. L'option n'est pas restée une pure déclaration de principe. En ces 25 années, elle s'est traduite en choix et en action des chrétiens portés souvent jusqu'au martyre. Monseigneur Romero, assassiné au Salvador, en est devenu le symbole. Mais ils sont des centaines de prêtres, de religieux, de sœurs, de laïcs, qui ont donné leur vie de manière diverse sur le front de la pauvreté. Les encycliques sociales de Jean-Paul II ont bénéficié de cette contribution de spiritualité, d'intelligence et de sang, en particulier en ce qui concerne le thème de la pauvreté et du développement. Sollicitudo Rei Socialis reprend les mêmes thèmes que l'encyclique Populorum Progressio et approfondit l'analyse de la pauvreté comprise comme phénomène structurel de la société industrielle, jusqu'à introduire le thème des structures de péché qui doivent être dépassées, non par l'aumône ou par une solidarité occasionnelle, mais par une solidarité structurelle capable de construire des structures à la mesure de la personne que nous pourrions appeler structure de grâce. Les interventions de Jean-Paul II sur ce thème ont été constantes et menées sous plusieurs angles. Son idée centrale est que la pauvreté est cause de conflits, conflits qui à leur tour augmentent la pauvreté, engendrant un cercle vicieux avec comme seule issue le libre choix de la part de beaucoup d'une pauvreté positive, faite de modération et de simplicité dans la manière de consommer, afin de pouvoir destiner des parts toujours plus grandes de richesse à l'élimination de la pauvreté injuste. L'encyclique Centesimus Annus retient en effet comme nécessaire d'importants changements dans les styles de vie établis afin de limiter le gaspillage des ressources naturelles et des ressources humaines. Mais pour changer de style de vie, il nous faudrait une culture profondément différente de celle basée sur l'intérêt matériel, individuel, de groupe ou de nation. Il nous faudrait, pour ainsi dire, une culture du don,
Mais est-ce une possibilité que tous ont ou est-elle réservée seulement aux personnes particulièrement généreuses? Écoutons ce qu'en dit le professeur Vera Araujo. Je crois que certainement, l'acte même de donner fait partie de l'essence la plus profonde de l'homme. L'homme est un donateur. Il est un être qui se donne et qui, en conséquence, donne. Et donc, ce n'est pas une question de générosité, de sentiments plus ou moins occasionnels. Il s'agit d'une nécessité, d'un besoin profond que l'homme ressent au-dedans de lui et qui le pousse, dans la relation avec les autres, à se donner et à donner. Je crois qu'il y a dans le domaine du don d'énormes possibilités. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité du don. On donne selon le besoin de l'autre. Et l'autre a besoin, peut-être, de biens matériels. Mais l'autre, mon prochain, celui qui m'approche, peut avoir besoin aussi de ces choses très simples. D'un sourire, d'une parole, d'une écoute, d'une réflexion, d'un enseignement. Ce sont toutes des choses très simples et ce ne sont pas seulement des choses matérielles. Aussi des choses matérielles, certainement, mais pas exclusivement. Et comme nous l'avons vu tout au long de notre parcours, tous les acteurs de la réalité économique ont la possibilité d'interpréter leur rôle par l'intermédiaire de la culture du don. Culture du don qui ne se limite pas au don d'un objet, mais devient style de vie, contient la capacité d'être chef d'entreprise, ouvrier, syndicaliste, inventeur, organisateur, exprimant le meilleur de son humanité, en établissant avec tous un rapport de réciprocité permettant à tous de parvenir à ce même style de vie. Je crois que tout se joue sur la manière dont nous pouvons comprendre ou nous entendre sur ce que veut dire l'être. L'être n'est pas seulement l'individu qui s'affirme et qui étend son influence, mais l'être est, dans la plus pure tradition de l'Occident, un être de communion, un être qui, parce qu'il est lui-même, s'ouvre, se donne à l'autre. C'est un être individuel et social que nous pouvons appeler communionnel, de communion. La culture de l'être, comprise de cette manière, est une culture que nous pouvons non seulement faire avancer, mais qui est nécessaire. C'est une affirmation de la personne dans son individualité et sa socialité. Professeur Araujo, derrière ce terme de communion, il y a le renoncement. Il y a le fait que moi, pour faire être l'autre, je dois d'une certaine manière me retirer, je dois ne pas être. Là aussi, il s'agit de se comprendre sur le « je suis » ou « je ne suis pas », sur l'être et le non-être. Le « je ne suis pas » n'est pas une catégorie de mort. Le non-être n'est pas une catégorie d'annulation, mais une catégorie de vie. Telle est peut-être l'une des grandes contributions que le christianisme a apportées à la culture occidentale, dans la vie des sociétés occidentales. Ce qui est un événement encore avant d'être une doctrine, une pensée. Le Christ meurt, il s'annule pour vivre, pour se retrouver dans la plénitude de l'être, de l'événement qui le caractérise, l'événement pascal. Cet événement passe dans notre vie. Dans le Christ, nous mourons pour revivre, pas pour mourir. Nous nous annulons pour nous retrouver dans la plénitude. Alors, le non-être, dans ce sens, est un être plus, un être en plénitude. Naturellement, pour ceux qui croient, cette référence directe au Christ est la clé même qui introduit au mystère de l'existence.
mais aussi pour ceux qui ont une culture autre que religieuse. L'idée chrétienne de la mort qui ouvre vers la résurrection a pénétré fortement dans la culture occidentale, lui imprimant un fort dynamisme. Ce dynamisme s'exprime dans la conviction que les obstacles peuvent être dépassés, que l'on peut toujours recommencer, que la souffrance et le sacrifice personnel peuvent avoir aussi un sens, car ils mûrissent en nous quelque chose que l'on n'avait pas auparavant et que l'on ne comprenait pas. C'est le dynamisme du respect et de l'amour envers l'autre avec qui l'on construit la communauté, et la communauté dans cette perspective est toute l'humanité. Au-delà des liens humains et naturels, déjà si forts et si étroits, se profile à la lumière de la foi un nouveau modèle d'unité du genre humain dont doit s'inspirer en dernier ressort la solidarité. Ce modèle d'unité suprême, reflet de la vie intime de Dieu un en trois personnes, est ce que nous chrétiens désignons par le mot communion. Mais ce terme chrétien de communion a été donné à l'humanité, à ceux qui ont la foi et à ceux qui ne l'ont pas. L'humanité l'a fait sienne et elle constitue désormais notre environnement vital, la conscience d'une coappartenance réciproque qui détermine l'engagement de nous tous.